Salut Eric, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Eric, tu es maire de Grenoble, écologiste et membre d'Europe Écologie Les Verts. Alors, avant de parler de tout le reste, je voulais entendre ta réaction sur les révélations que BFM et Mediapart ont rendues publiques quant à Taha Bouafs, qui était pressenti pour être candidat du NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale à Vénissieux. Une enquête interne à la France Insoumise a été ouverte pour harcèlement sexuel et il a été décidé de ne pas le présenter. C'est ce qu'il fallait faire. La façon dont la France Insoumise a géré le dossier, c'était la bonne façon de faire. Alors, je ne sais pas exactement comment la France Insoumise a géré le dossier. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, il faut écouter la parole des femmes. Et donc, là, à quelques semaines des élections, il faut effectivement que Taha puisse être entendu pour que d'abord les femmes puissent être entendues, qu'il y ait cette enquête. Ils doivent avoir des processus internes, tant qu'il n'y a pas de débouché judiciaire, comme il y en a en tout cas à Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est indispensable, hein. Pour toi, quelles conséquences en fait ça peut avoir sur à la fois la campagne, à la fois sur il y a plein de choses en fait qui s'entremêlent en fait dans ce qui se passe autour de Taha Bouafs, parce qu'il y a eu la campagne éminemment raciste en fait dont il a été l'objet avant cette enquête interne pour faits de harcèlement sexuel. Maintenant, il y a l'enquête interne sur les faits de harcèlement sexuel. Comment est-ce que, d'après toi, il faut en parler? Est-ce qu'il faut absolument dissocier les deux, à la fois le racisme d'une part dont tu as été victime et d'autre part les violences sexuelles? Est-ce que tu penses que ça va être possible dans le cadre voilà, d'un débat médiatique et politique qui est souvent comme on dit, Bah, caricaturé et ouais. caricatural, notamment lorsque c'est la droite et l'extrême droite qui le récupèrent. Oui, possible, sûrement pas. Évidemment, tout le monde va dire regardez, il y avait plein de problèmes, regardez, condamné pour ces insultes envers la policière, et regardez, agression sexuelle, tout ça c'est un pack, et c'est un seul et même comportement. Il faut rappeler les attaques racistes dont il a fait l'objet et ce déferlement de violence dont il a fait l'objet, et ça c'est insupportable. Le reste, en fait, c'est d'autres problèmes. Effectivement, ça fait mal toujours à la cause de voir à chaque fois que quelqu'un qui défend une cause qui nous est chère, Et qui l'incarne. même si évidemment on n'a pas forcément la même façon de la défendre, hein. Taha Bouafs, il nous a beaucoup et il m'a beaucoup tapé dessus, donc on peut pas dire qu'on ait une proximité intense, mais pourtant je l'ai défendu encore ces derniers jours parce que la violence dont il est victime, c'est indicible et ça dit quelque chose du débat public en France. Mais comme à chaque fois, ça fait mal pour tous les militants parce que des comportements inacceptables viennent disqualifier parfois, ou en tout cas entamer des combats qui, eux, sont portés par beaucoup de monde. Tu dis comme à chaque fois, c'est quelque chose. On a l'impression que c'est presque obligé en fait que Non, des personnalités comme ça qui incarnent des causes, qu'elles soient à gauche ou à droite d'ailleurs, soient l'objet d'accusations de violences sexistes et sexuelles. on sait que la sphère politique est un espace où il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Il y a des jeux de pouvoir, le sexe fait partie souvent de ces jeux de pouvoir, donc au-delà de rapports de séduction. Donc c'est une sphère qui est surexposée. Et donc il y a beaucoup de problèmes. On l'a vu au MJS, on l'a vu, et il y a des sphères où on n'en parle pas, notamment à droite. Et c'est pas qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on n'en parle pas parce que c'est encore la loi du silence. Là où on peut se dire que dans notre espace politique, il y a quand même l'émergence depuis quelques années du fait que en fait, les violences sexistes et sexuelles, il faut que ça s'arrête. Les pratiques, toutes les pratiques ambiguës, il faut que ça s'arrête, et que c'est un combat qu'on veut porter. On veut porter dans le champ politique, mais on veut le porter dans les combats aussi de la façon de faire de la politique. Et donc ça émerge. Et du coup, ça émerge, on traite les problèmes, on s'en prend plein la tronche, c'est normal, voilà. Et puis, pour ceux qui ne participent pas à notre espace politique, on a bien vu la façon dont Zemmour a été traité dans toutes les accusations aussi de violences sexistes et sexuelles dont il a fait l'objet. Il faut continuer le combat toujours et se dire que si on en prend plus que les autres, c'est peut-être parce qu'on traite le problème plus, mais il faut faire ça et on prend les coups, c'est normal. Voilà, c'est pas possible d'avoir des comportements sexistes et de prédation sexuelle nulle part dans la société et pas non plus dans la vie politique.
Alors, on n'est qu'à quelques semaines après l'élection présidentielle où le candidat que tu soutenais, Yannick Jadot, a fait moins de 5% au premier tour. Toi, tu avais participé à la primaire écologiste, donc tu ambitionnais finalement un peu d'être à la place de Yannick Jadot. La question méchante, c'est est-ce que tu penses que tu aurais fait mieux? Est-ce que toi, tu te serais par exemple rangé derrière Jean-Luc Mélenchon pour faire passer la gauche au second tour? Mais je vais te poser une question plus sympa. C'est Comment sympa, parce que celle-là n'est pas sympa. Toujours sympa. Comment, a posteriori, est-ce que tu juges la campagne de Yannick Jadot? Je sais pas, c'est beaucoup plus sympa. C'était quoi les forces et surtout les faiblesses de Yannick Jadot dans cette campagne qui ont abouti à son score? Bon, la primaire des écologistes, ça a été 4 quarts de premier tour, c'est comme ça. La primaire des LR, d'ailleurs, a donné lieu, pareil, à 4 quarts, très serré. Et au deuxième tour, deux C'est moitiés. la vie, et deux moitiés des deux côtés, ça c'est bon, c'est comme ça. Yannick Jadot, il a fait la campagne qu'on pensait qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'il a une solidité sur les fondamentaux écolos, il dit pas de conneries, tu vois, dans les fact-checking, bah, c'était solide, avec sa façon de faire, qui est, et ce qu'il représente en termes d'espace politique, et qui est pas là où je suis positionné moi, mais qui fait partie de la famille écologiste. Donc il a fait la campagne à sa façon, je pense solidement à sa façon, avec ses forces et avec bah, ses faiblesses aussi. Donc ce qui représente politiquement, c'est moins de 5%. Après, on peut toujours, tu sais, il y a ceux qui te refont le match en disant ouais, mais alors le vote utile, combien de parts ils se refont l'élection. Bon, ben voilà, la vérité c'est que on a pris une tôle. Ouais. Voilà. En 2017, moi, je soutenais Jean-Luc parce que je ne voyais pas pourquoi l'écologie disparaissait derrière la social-démocratie. Je suis proche de Benoît Hamon, politiquement, on est proche, ça va sans dire. Mais il n'y avait pas de raison d'effacer pour la première fois depuis l'élection de 74 l'écologie derrière la social-démocratie. Donc, j'avais trouvé ça aberrant et je me dit, bah, évidemment, je soutiendrai, moi, Jean-Luc Mélenchon. Là, bah, il y avait un candidat écolo, je l'ai soutenu, on prend une tôle, il y a des conséquences quand c'est un échec, parce que en fait, moi ça fait depuis que je suis engagé en politique, c'est-à-dire ça fait pas 1000 ans non plus, hein, je me suis engagé à 37 ans sur le tard, j'étais pas un militant politique, je me suis engagé en disant l'espace politique va se segmenter en trois, hein. Un espace réactionnaire, un espace néolibéral de plus en plus autoritaire parce que il fait de moins en moins de vainqueurs, donc il a besoin de plus en plus de violence pour tenir, et ce que j'appelais l'arc humaniste à fédérer autour de l'écologie. C'est ce qu'on a fait à Grenoble en 2014, c'est ce qu'on a fait à Grenoble en 2020. Ça suscite un intérêt, on a gagné 30% de voix en 2020 par rapport à 2014. Donc il y a un élan, je crois toujours que c'est ça le format. Ça, c'était pas possible pour la présidentielle. Enfin, c'était évident à la sortie des primaires, hein. Yannick et Jean-Luc, on voit bien que ça peut pas marcher ensemble. Et donc, ben, c'est les électrices et les électeurs qui ont fait un choix dans les urnes. Et en fait, ils ont fait ce choix de d'aller dire bah, l'union en fait on va la faire dans les urnes et puis c'est comme ça, donc ça donne une suite logique. On peut se réjouir de l'arrivée de NUPES, hein, et de enfin cet arc humaniste qui est fédéré. On aurait pu le faire la première élection après la tripartition, c'était après l'élection de Macron en 2017, bah, ça aurait pu être les européennes. L'Europe Écologie Les Verts n'a pas saisi cette balle à l'époque, donc a fait un bon score, 13,5, mais pas, on n'a pas posé les trois bouts. Bah là, ils sont posés, et c'est donc LFI et l'Union Populaire qui a la main, qui est en charge de rajouter des chaises pour faire ça. Voilà, c'est plutôt réjouissant, hein. On est dans une période où on manque de sources d'espérance. Là, il se passe quelque chose, quoi. Alors justement, tu parles des conséquences. Est-ce que pour toi, une des conséquences de cette élection présidentielle, c'est pas aussi de dire bon bah l'écologie politique vue comme une force indépendante, je veux dire de l'échiquier politique traditionnel et la tripartition dont tu as parlé. Est-ce que ça, bah c'est pas une impasse? Et est-ce qu'il faut pas s'engager? Alors toi, tu dis arc humaniste. Moi, j'appelle ça la gauche, hein, plus simplement. Non, mais Moi, j'aime pas le limiter à la gauche parce que la gauche social-démocrate, la gauche communiste, il y a une gauche productiviste dont l'alpha et l'oméga, c'était croissance du PIB pour redistribuer. Donc c'était prédation de l'environnement pour redistribuer, et on voyait bien avec d'abord un compromis avec le productivisme très fort et historique, puis une compromission avec le néolibéralisme. Donc voilà, moi évidemment j'étais de gauche avant, moi comme électeur, je me suis senti, et même dans mon émergence de citoyen, de gauche avant de me sentir écolo. Je me sens écolo depuis le début des années 2000.
Donc avant, je me sentais d'abord de gauche, maintenant je me sens écolo. Et évidemment, je me sens profondément de gauche parce que de toute façon, on ne peut pas lutter contre le climat sans s'occuper des inégalités sociales, ça marche pas. Et pour moi, qui viens de la lutte contre les inégalités sociales, lutter contre les inégalités sociales sans s'occuper du climat, ça marche pas. Ce qui dérouille, c'est que ce soit à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'un pays, c'est les plus fragiles. Oui, mais alors ça, justement, c'est cette articulation que moi, parfois, j'ai un peu de mal à voir entre précisément la question sociale d'une part et la question écologique, on va dire, d'autre Déjà là, je te part. reprends parce que pour moi, l'écologie, en fait, c'est C'est une part. environnemental et social. Donc dire écolo et social, pour moi, ça, je dis non. En fait, là, on est en train J'entends, mais en fait, tu l'as très bien résumé en disant, bon, bah, en fait, quand t'arrives pas à remplir ton frigidaire à partir du 15 du mois, ou quand, genre, tu galères parce que t'as absolument aucun horizon dans la vie, c'est un peu compliqué, en fait, de s'occuper de la survie de la Mais planète. pas du tu tout, vois. pas Mais du tout. alors, C'est comme si moi, tu comment disais, tant que ton frigo est pas plein, en fait, t'es pas capable d'accéder à la culture, t'es pas capable d'accéder à la philosophie, t'es pas capable bah, d'accéder à quand tu vois l'amitié, qui etc. fréquente les théâtres et les cinémas, Non, mais la c'est pas culture, c'est pas forcément que les plus les pauvres. théâtres et les cinémas. Enfin, Exactement, mais c'est souvent, en fait, au bout d'un moment, il faut, les gens, la plupart des gens, en fait, hiérarchisent, en fait, leur combat, notamment. moi, je crois pas. Et vous avez sorti, enfin, c'est pas vous, d'ailleurs, c'est dans les marches pour le climat, on a souvent entendu ce slogan qui disait fin du monde, fin du mois, même combat. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal, en fait, à voir au-delà de ce combat, en fait, comment ces deux questions qui sont cruciales peuvent véritablement s'articuler. Eh ben, facile. Les trois premières dépenses des ménages, c'est le logement, les déplacements, l'alimentation. Donc là, tu es face aux trois enjeux des ménages et notamment des plus fragiles. Donc quand tu fais de la tarification progressive du service public, comme on le fait à Grenoble, tarification progressive de l'eau, quand tu t'occupes des déplacements et que en fait tu fais muter les gens pour qu'ils dépensent moins avec leur bagnole et qu'ils aient des solutions alternatives en ville. Et puis dans le monde rural, il faut trouver d'autres solutions parce qu'ils ont besoin de leur voiture. Quand tu réhabilites les logements et que tu ne te trouves pas avec des gens qui sont obligés de se mettre des draps mouillés sur les épaules pour vivre l'été quand c'est en période de canicule et qui se caillent l'hiver, quand tu t'occupes dans l'alimentation et que tu réduis la part de viande et que tu fais à la cantine des repas bio, locaux, végétariens, pour nous, c'est plus d'un quart des enfants qui mangent pour moins de 1 euro par jour, c'est des mesures qui sont sociales et environnementales en même temps. Donc ces deux combats sont forcément liés. Donc ces trois piliers sont là. Et puis après, tu fais ton travail d'éducation populaire, d'émancipation, ton travail de production et de mix énergétique. Évidemment, les questions de santé, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, la santé environnementale, nous on a salarié, on était la première collectivité en France à prendre des travailleurs pairs. Donc on a été voir des habitants de quartier, ils ont été formés, ils sont devenus salariés de la mairie et c'est eux qui font la prévention et les logiques de prévention et d'accès aux soins. Et ça marche mieux que quand c'est un bac+12 qui vient d'un quartier populaire pour essayer de faire la sensibilisation. Il faut s'appuyer. Pour moi, c'est indissociable, vraiment indissociable. Ceux qui veulent lutter contre les inégalités sans s'occuper du climat, ça ne marchera pas. La machine climatique pèse d'abord sur les plus fragiles. Là, dans ton argumentaire, tu t'appuies beaucoup sur ton expérience de maire. T'en es à ton deuxième mandat. Enfin, ça fait maintenant Ouais, ça fait 8 ans. 2 ans. Ça fait 8 ans en fait que tu es maire. On sait que beaucoup de métropoles qui essayent de mettre en place pas mal de réformes à énormément d'endroits, en fait, font face à un embourgeoisement en fait de leur territoire. Est-ce que toi, notamment, je parle de Paris, qui est une ville que je connais puisque c'est une ville que j'habite, où je vois les efforts d'Anne Hidalgo, notamment en matière de transition énergétique, mais je vois aussi en fait ce que ça et en matière aussi de qualité de la vie en fait à Paris, mais je vois aussi ce que ça veut dire, ce que ça a pour conséquence en termes d'embourgeoisement, de boboisation, d'augmentation en fait du prix au mètre carré. Est-ce que toi à Grenoble tu arrives à lutter en fait contre ça et à ne pas faire partir finalement les classes les plus populaires en dehors des frontières de ta ville? Oui. Là, tu as une vue très parisienne. Exactement. Oui, Paris a chassé ses pauvres, c'est sûr. À Grenoble, il y a, comme d'ailleurs dans les métropoles qui fonctionnent correctement, on a un taux de pauvreté à environ 18%, donc supérieur au taux de pauvreté qu'il y a en France. Pourquoi est-ce que il y a plus de gens qui sont sous le seuil de pauvreté dans les métropoles? Parce que il y a un accès à la solidarité, il y a un accès à la production économique, il y a un accès à la culture et à la connaissance, il y a un accès il y a une production collective dans le domaine de la culture, des échanges économiques, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la connaissance.
qui fait que c'est là que ça se passe. Donc de fait, notamment à Grenoble, les quartiers populaires sont dans la ville, ils ne sont pas relégués loin, tu peux y aller en tramway, tu peux y aller, c'est à moins de 5 minutes de la mairie en vélo, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, le contrôle du foncier, de toute façon, va être un enjeu majeur. À Paris, c'est perdu, il faut regagner. Et ailleurs, on est dans des stratégies où on demande des moyens. C'est pour ça que les attaques de Macron contre le logement social, ça fait très mal, parce qu'en fait, il faudrait augmenter le contrôle du foncier agricole pour aider les agriculteurs, mais également le foncier libre, parce que on sait que c'est un enjeu majeur pour la biodiversité, et le foncier aussi, notamment pour le logement. Toute la spéculation, on dépense de plus en plus pour notre logement, et donc ça écrase d'abord les ménages les plus fragiles. À partir du moment où tu fais de la spéculation avec des biens communs qui sont essentiels pour notre vie, en fait le profit s'introduit partout et ça fait une rente pour les riches qui deviennent de plus en plus riches. Alors il y a aussi le problème, je trouve, lorsqu'on écoute la parole de beaucoup de militants écologistes, qu'ils soient politiques ou associatifs, un problème avec les modes de vérité et les modes de production de la vérité. Je reprends, c'est des concepts qui sont développés par Bruno Latour. On le sait, avec une régularité quasiment métronomique, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie des études et des rapports absolument catastrophiques sur l'avenir de la planète et qui nous engagent à agir le plus urgemment possible, dont acte. Il y a un consensus scientifique autour de la question du climat, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et la réponse à cette question, c'est on en fait souvent pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que cette vérité scientifiquement produite n'arrive pas en fait à se transformer plus naturellement que ça en réalité politique? Et en plus, particulièrement en France. Et particulièrement la France en France, est là à la queue des pays européens, tout à la fin des pays qui avaient pris les engagements en matière de production d'énergie renouvelable. On est tout à la fin. Voilà, donc on n'a pas fait nos engagements du tout. Les engagements qu'on avait sur les surfaces en bio, on n'a pas fait nos engagements du tout. Quand je dis on, c'est Macron en l'occurrence et ses prédécesseurs. Même si chaque gouvernement fait toujours plus que le précédent, mais la question c'est pas de faire plus que le précédent, c'est de faire assez. Le Haut Conseil pour le climat a pointé qu'il faisait moitié moins que ce qu'il s'était engagé à faire et qu'il faisait beaucoup moins que la moyenne des pays européens. Donc il y a des pays où ça commence à être un consensus politique. En France, c'est pas le cas. Donc à la variation du climat politique et là-dessus extrêmement malsain qui a été installé par la Macronie et l'extrême droite après la Convention citoyenne pour le climat, ils ont choisi d'aller faire un débat identitaire. Blanquer sur les crop tops des jeunes filles en septembre 2020. Le crop top est une tenue non républicaine pour aller à l'école. En fait, il faudrait peut-être éduquer le regard des garçons. Darmanin avec son attaque sur les rayons halal et cachère dans les magasins. Vidal avec son attaque sur les islamo-gauchistes qu'il faudrait purger de l'université. Bon, tout ça a créé un climat. Donc, on paye évidemment cela. Le constat, il est là. La prise de conscience, elle est là. Je pense qu'elle n'est pas au niveau de là où on devrait être. Nous, on a été choisis par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe cette année, Grenoble. À la fois sur la base de nos bilans et des actions qu'on a mis en œuvre, et aussi de la trajectoire dans laquelle on s'inscrit. Mais clairement, un des objectifs de ça, c'est de se mettre tout le monde derrière un objectif commun, mais c'est aussi de faire monter le degré de prise de conscience. Même moi, quand je l'ai lu, la première vague du 6e rapport du GIEC l'été dernier, t'as beau être au fait des trucs, t'as beau avoir lu les 5 précédents depuis 90, tu prends quand même une claque dans la tronche. Et donc ce degré de prise de conscience, il est majeur. La France a inscrit dans sa loi qu'elle devait diviser par 2 sa consommation énergétique en 2050. C'est majeur. Les 10% les plus riches en France émettent 18 tonnes de CO2 par tête de pipe. En 2050, ça doit être 2 tonnes. Et ce sera sans doute avant 2050 qu'il faudra que ce soit 2 tonnes. Ils doivent diviser par 9 leur consommation. C'est là on voit bien qu'il y a un problème social. Les 50% les moins riches, eux, ils sont à 4 tonnes. Donc eux, ils doivent diviser par 2, ce qui déjà va être complexe, donc il faut les accompagner. Mais les 10% les plus riches, il faut qu'ils divisent par 9 leurs émissions de gaz à effet de serre. Le choc, il est majeur, et c'est là qu'on voit que évidemment, il faut aller chercher ces émissions de gaz à effet de serre chez les riches. C'est à la fois une question sociale, mais c'est juste une question climatique. Alors, l'autorité, pour prolonger un peu cette réflexion, l'autorité environnementale française a rendu public son rapport annuel jeudi 5 mai. Elle conclut que, ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis, la transition écologique n'est pas amorcée en France. Emmanuel Macron a annoncé que son deuxième quinquennat serait écologique ou ne serait pas.
est-ce qu'on peut y croire? Donc tu rigoles quand je te dis ça. Il va l'avoir son deuxième mandat. Donc Oui, bien sûr. Non mais c'était dans la campagne. Quoi. Non mais c'était dans la campagne. C'était dans la campagne. Il n'était pas encore sûr de l'avoir sûrement à ce moment-là. Mais surtout, est-ce qu'on a le temps en fait de ne pas croire que son deuxième quinquennat sera écologique? Parce que si on le laisse faire pendant 5 ans et qu'il se passe rien, le GIEC a dit il faut qu'on prenne là dans les 3 ans à venir, il faut qu'on prenne des mesures absolument drastiques. Mais si on se dit bon bah de toute façon Macron, on n'y croit absolument pas, est-ce qu'on a la possibilité de se dire bon bah laissons-nous jusqu'à 2027 et la prochaine élection présidentielle et les prochaines élections législatives pour pouvoir y penser? La réponse est non. Donc évidemment, il faut agir tout de suite, partout, c'est-à-dire dans le monde du travail, dans le monde associatif, dans les sphères politiques, là où on est aux manettes. Et puis la question que tu poses en creux, c'est de se dire bon, bah, comme en fait c'est maintenant qu'il faut agir et que c'est lui qui a la tête, qui c'est qui y va, hein? Exactement. Ouais, bah, Toi, en fait, Premier ministre. Ce sera pas moi, voilà, ce sera pas moi. Pourquoi? Parce que le discours de j'ai changé, j'ai compris, il nous a déjà fait 3 fois dans le mandat, les gilets jaunes, le grand débat, gna gna gna, le Covid. Donc, ouais, il n'y a pas de raison que ça marche mieux. Il y en a qui se sont essayés. Nicolas Hulot, il a dit bon, finalement non. Il a changé X fois. On a dû faire 5 ministres de l'écologie en 5 ans. C'est à peu près le ratio. De toute manière, c'est 10 en 10 ans. Donc pour toi, on doit laisser en jachère les 5 prochaines années. années. Il va faire plus qu'il a fait dans son premier mandat. Tous. Après, il nous dira jamais personne n'a fait autant. Il dit ok, mais en fait, Hollande avait fait plus que Sarko, qui lui-même avait fait plus que Chirac, qui avait fait plus que Mitterrand. Évidemment, hein, le temps passe, on est dans une machine à broyer, donc même si c'est pas leur truc, ils intègrent un petit peu de ça. Est-ce que ça sera à la hauteur? Ça lui appartient. Moi perso, j'y crois pas. Enfin, je me dis pas tiens. Mais on est un peu obligé d'y croire quand même. Enfin, si on n'y croit pas, ça veut dire que la planète va brûler. Ça change rien. Que j'y crois ou que j'y crois pas, ça change rien à ce qu'il va faire. Oui, mais tu pourrais te dire, donc, on va discuter. J'espère que, de toute manière, on discute. Moi, je suis à la tête d'une institution. Donc, l'institution, elle discute, elle essaie de coopérer avec tout le monde. Donc, avec des gens qui sont proches de nous politiquement et avec des gens qui ne sont pas proches de nous politiquement et avec des gens qui sont très loin de nous politiquement. Mais ça, c'est notre responsabilité institutionnelle. On bosse pour trouver les endroits où on peut bosser ensemble. Alors justement, c'est ce qui, je continue en fait sur ce que tu viens de dire, et notamment c'est ce qui fait une de tes spécificités à Europe Écologie Les Verts, notamment par rapport aux autres, par rapport à tes concurrents, on va dire dans la primaire écolo, c'est que toi tu es maire de Grenoble. C'est intéressant parce que ça te place à un échelon important dans la vie démocratique et politique de notre pays, notamment parce que tu dois nécessairement dialoguer avec l'État, on vient d'en parler, mais aussi avec la région, avec la métropole, et qui sont pas nécessairement de ton bord politique. Par exemple, tu souhaites instaurer, je cite, la liberté de se vêtir et de se dévêtir dans les piscines municipales d'ici cet été. Et Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en carte chez les Républicains, il n'est pas du tout d'accord avec toi, et il a affirmé, je le cite, la région coupera toute subvention à la ville de Grenoble. Pas un centime des Auvergnats rhône-alpins ne financera votre soumission à l'islamisme. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Est-ce que tu vas aller discuter avec lui pour essayer de sortir du problème? On verra. Je veux dire, moi, Laurent Wauquiez, j'avais plutôt des bons rapports humains. Bon, évidemment, on est totalement à l'opposé politiquement. Donc, en plus, quand on discute, quand on se tape dessus, tout le monde est content parce que les gens qui sont proches de nous, ils disent c'est bien quand même. Lui, ça va vraiment pas du tout, c'est un adversaire. Et les siens disent c'est bien parce que ça va pas du tout, c'est un adversaire. Et puis quand on bosse ensemble, ce qu'on a fait sur le centre des congrès, sur des hôtels d'entreprise, donc sur plusieurs dossiers, on a travaillé ensemble. Les gens ils disent waouh génial parce que malgré leurs différences, ils sont capables de mettre l'intérêt général au-dessus, ce qui est notre logique normale. Donc là, j'espère qu'on arrivera à renouer le contact pour mettre l'intérêt général au-dessus de nos bisbilles qui sont manifestement fondamentales dans notre regard de la laïcité. Moi, la loi de 1905, je la trouve extrêmement moderne. Donc elle me convient, et ce qu'on est en train de faire lundi, c'est pas autoriser le burkini, c'est juste enlever les interdits qui ont été ajoutés il n'y a pas longtemps. En 2012, la mairie de Grenoble a décidé, socialiste à l'époque, a décidé de mettre, de distinguer dans le règlement des piscines la tenue pour les hommes, la tenue pour les femmes, et pour les femmes, elle a dit on interdit le seins nu, et on interdit, alors ils ne pouvaient pas dire le burkini, parce que là c'était vraiment objectivement une discrimination, donc ils sont passés par un truc où on interdit les maillots couvrants, donc qui dépassent les bras, qui dépassent les cuisses. Mais nous on fait juste, à la piscine, c'est hygiène, sécurité, donc on enlève ces interdits, et ça va nous permettre de pouvoir faire des campagnes de prévention sur l'exposition au soleil avec les canicules, etc. L'accès à l'eau est majeur. Donc des maillots couvrants pour le soleil. Pour tes convictions politiques ou religieuses, en fait, on s'en fout. La République regarde juste l'hygiène et la sécurité et elle ne te donne pas de code vestimentaire.
Et tu pourras aussi te baigner les seins nus, que tu sois un homme ou une femme. Et ça, c'est pour nous un combat qui est féministe aussi, hein, c'est se dire qu'il faut changer ce rapport du corps de la femme qui est un objet sexuel, qui sert à vendre des bagnoles, on les fout à moitié à poil, qui sert à vendre des bouteilles d'alcool, qui sert à vendre un peu tout. De la lingerie pour les députés macronistes et qui sert aussi vraiment qui est un objet. On l'a vu, j'ai soutenu les beach handballeuses norvégiennes au championnat d'Europe. Elles ont dit le règlement leur oblige à montrer la moitié de leurs fesses. Ils ont dit non, en fait, on n'a plus envie de montrer la moitié de nos fesses pour faire du sport. Donc là, c'était une injonction à se dévêtir parce que c'est sympa. Voilà, le beach handball, c'est un peu comme le beach volley. On aime bien voir des gens bien foutus et à moitié à poil. En fait, non. Voilà. Et puis j'ai soutenu aussi les hijabeuses parce que il n'y a pas de raison que la fédé de foot soit le seul endroit où ils mettent un interdit religieux sur la tenue vestimentaire qui n'existe pas dans les autres fédérations sportives en France, qui n'existe pas dans les autres pratiques du football à l'échelle internationale. Donc en fait, juste enlevons les interdits. En 1800, au moment de la Révolution, sur la fin, il y a eu interdit, les femmes n'avaient pas le droit de s'habiller en homme. Elles devaient demander une autorisation préfectorale. Pour mettre un pantalon. Et cette ordonnance, elle a été valide, là, c'est juste en 2013 qu'il y a eu une question au Sénat et ils ont dit, allez, objectivement, elle n'a pas été abrogée, mais voilà. Ouais, donc il faut tomber les élevés. Voilà, exactement. Michel Alliomarie, autrement aussi à droite, qui était rentré en pantalon à l'Assemblée. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter les injonctions qui sont toujours en plus sur le corps des femmes. Je te souhaite bonne chance pour arriver à un compromis là-dessus avec Laurent Wauquiez. Il n'y a pas de question de compromis, il y a juste question de la loi de 1905. Moi, je trouve que c'est une loi moderne qui s'applique encore aujourd'hui. Ceux qui veulent la changer pour mettre des nouveaux interdits vestimentaires, qu'ils le disent, qu'ils essayent de la changer, mais qui respectent la loi aujourd'hui. Alors je te souhaite bonne chance pour essayer de convaincre Laurent Wauquiez sur cette question-là, de revenir sur ce qu'il a dit. C'est symptomatique de quand même de la droite réactionnaire. De la droite réactionnaire. J'ai une dernière question, Eric. C'est une question qui concerne la gauche. On l'a vu, hein, tu l'as dit d'ailleurs en début d'entretien, tu crois dans la NUPES, la NUPS, je ne sais toujours pas comment on dit, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, bref, dans l'union de la gauche ou dans l'arc humaniste, comme tu dis. On parle beaucoup d'une possibilité de cohabitation à gauche. Est-ce que toi, tu y crois? Et si oui, qu'est-ce qui fait que tu y crois? Alors, ce n'est pas le cas plus probable. Normalement, les élections présidentielles, elles ont, dans notre histoire, toujours donné une majorité, les élections législatives ont toujours donné une majorité au président, même si elle était relative en 88, hein, donc why not. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même pris des claques, on a enchaîné les défaites. Depuis maintenant très longtemps. La déception de François Hollande en 2012, moi je n'étais pas très déçu parce que je n'avais pas un espoir en particulier, mais bon, ça a quand même été une claque. Derrière 2017, derrière la succession d'élections 2019, les européennes avec l'extrême droite et la Macronie au coude à coude. Donc là, pour une fois, on se dit, waouh, un espoir. Dans la période, avoir un espoir, c'est déjà chouette. D'avoir un espoir, et puis ça permet de donner effectivement dans ce troisième tour une mobilisation, un horizon, et puis ça a permis d'avoir un espace de travail que nous on a fait à Grenoble et que moi je portais dans la primaire des écologistes, qui n'a pas été possible jusqu'à présent. Il a été possible par, malgré la défaite, il y a eu une sorte de chaos technique, on va dire, fait par Jean-Luc Mélenchon sur les trois autres candidats de gauche et écologistes. Ça a permis au moins ça, donc ça c'est positif. Et on verra quoi. Mais tu penses que cet accord, c'est pas comme le disent notamment les éditorialistes de droite, juste un accord sur un coin de table, uniquement sur les questions de circonscription pour sauver les appareils. Il y a aussi un cadre de discussion. Quand on regarde les propositions des formations politiques, elles sont quand même très proches pour plein. Après, il y a des questions de cap, de philosophie, etc., avec des divergences. Mais les propositions concrètes opérationnelles, à 90%, il y a une immense proximité. Donc, il y a une immense proximité, et là, ça permet de mettre cette immense proximité, au lieu de se taper sur la tronche sur les 10% qui nous séparent, ou l'état d'esprit qui nous sépare, sur des questions essentielles dont tout le monde connaît un peu les ressorts, on se dit, voilà, on partage tout ça, et on peut y aller ensemble, et en fait, on partage beaucoup plus que la Macronie, qui est quand même un consortium entrepreneurial pour accéder au pouvoir, hein, et gérer le modèle néolibéral, mais dans lequel il y a des gens qui se revendiquent de gauche, comme Gérard Collomb, donc chacun appréciera, mais des gens comme Darmanin, qui étaient plutôt dans les franges, on va dire, de la droite, qui flirtaient avec la droite de Sarkozy, pour pas dire l'extrême droite. Mais donc il y a un espace qui est en fait très hétéroclite. Et à l'extrême droite, il y a aussi un espace hétéroclite.
Il y a des royalistes, il y a des fachos pur jus, il y a des fachos sociaux, des fachos néolibéraux. Tout cela, ils sont cachés derrière Marine Le Pen. Donc, ben, nous, en fait, on partage quand même beaucoup de choses. Donc, c'est évidemment, voilà, nous à Grenoble, Elisa Martin, ma première adjointe, ben, j'espère qu'elle sera députée de l'Isère et élue sur la première circonscription. Cyrielle Châtelain, qui était dans ma campagne des primaires, dans mon équipe autour du projet, qui est candidate sur la deuxième circonscription, ben, j'espère qu'elle sera élue également de la métropole. Donc, on a ici, là, on a une capacité à faire élire plein de gens qui sont candidats partout, qui ont beaucoup de proximité et qui, j'espère, ben, peut-être accéderont au pouvoir si on l'emporte aux législatives, et puis sinon ben, feront une opposition qui sera déjà construite autour d'un socle partagé. Et mèneront des luttes ensemble. Mèneront des luttes ensemble, et puis j'espère évidemment que c'est la victoire. Hein. Je pense qu'il faut se battre derrière ça, parce qu'il y a une chance, il y a un espoir, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça quand même. Hein. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi.